Avez-vous déjà senti que la journée était finie et qu'il ne vous restait même plus la force de soupirer? Que vous vous étiez donné entièrement aux autres, morceau par morceau, jusqu'à la dernière goutte, et qu'il ne restait rien pour vous? Cette habitude d'être gentil, d'être arrangeant pour tout le monde, combien vous coûte-t-elle réellement? Pour comprendre le mécanisme de cette paralysie de l'âme, nous devons nous tourner vers son cartographe le plus précis. Carl Jung a appelé ce masque idéal, socialement approuvé, que nous portons pour les autres, la persona. Et c'est lui qui a décrit le prix énorme et invisible que nous payons lorsque nous oublions qu'il y a un visage vivant sous le masque. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas seulement analyser ce problème. Nous allons déchiffrer son code caché. Vous comprendrez pourquoi vous donnez volontairement votre énergie. Vous découvrirez quelle partie exacte de votre âme vous sacrifiez pour l'approbation. Et plus important encore, vous verrez un chemin clair pour vous réapproprier cette énergie. Si vous êtes prêt à rompre ce contrat désavantageux avec le monde, alors notre voyage intérieur commence. Maintenant, ralentissons un instant et écoutons ce silence particulier qui s'installe à la fin de la journée. Pas le silence extérieur d'une maison vide, mais le silence intérieur. Cet écho retentissant dans la poitrine, là où la vie bouillonnait encore il y a quelques heures. C'est cette fatigue silencieuse et profonde. Elle ne ressemble pas à l'agréable courbature dans les muscles après une longue promenade. C'est une fatigue qui ne vient pas des tâches accomplies, mais de l'effort continu d'être. Être un fils attentionné, être une amie compréhensive, être un collègue fiable, être un interlocuteur joyeux. Le sourire que vous avez porté toute la journée semble soudain être un masque lourd et figé, et en dessous, les muscles de votre visage sont endoloris par une tension que vous ne soupçonniez même pas. À l'intérieur de vous, un mécanisme des plus complexes fonctionne sans arrêt. Une calculatrice interne qui pèse chaque mot avant que vous ne le prononciez. Il pose constamment des questions. Comment cela va-t-il sonner? Est-ce que ça ne va blesser personne? Que penseront-ils de moi si je refuse? Quelle version de moi-même dois-je montrer maintenant pour préserver cette fragile harmonie? Ce mécanisme fonctionne depuis si longtemps que vous ne remarquez plus son bourdonnement. Vous ne remarquez que sa conséquence, un solde nul sur votre compte d'énergie le soir venu. Vous êtes un instrument parfaitement accordé, un précieux violon sur lequel chaque personne que vous rencontrez peut jouer sa propre mélodie. Tout le monde, sauf vous-même. Vous étiez l'âme de la fête, mais vous êtes rentré chez vous complètement vidé. Vous avez résolu le problème de quelqu'un d'autre, mais il ne vous reste plus de force pour penser au vôtre. Votre énergie est une monnaie que vous distribuez à chaque demandeur, à chaque pauvre en esprit, pour vous retrouver complètement affamé à la fin de la journée. Et peut-être, en écoutant cela, ressentez-vous une pointe de honte familière, la voix du critique intérieur qui murmure que vous êtes simplement faible, sans caractère, que vous êtes un hypocrite. C'est précisément ici, à ce point d'auto-accusation, que nous devons nous arrêter. Et si vous vous êtes reconnu dans cette description, sachez-le. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes un maître de la survie. Vous avez appris cet art, être arrangeant, être gentil, être toujours disponible. Parce qu'il y a longtemps, peut-être dans votre plus tendre enfance, votre âme a compris que c'était le moyen le plus sûr, et peut-être le seul, d'obtenir de l'amour et de l'acceptation. Ce n'était pas une erreur, c'était une stratégie de survie de l'âme, géniale dans sa simplicité, dans un monde qui semblait dangereux. Vous êtes devenu un sismographe parfait, captant les moindres fluctuations de l'humeur des autres, et vous avez appris à être exactement ce qu'il fallait pour prévenir le tremblement de terre de la colère, de la déception ou du rejet. Ce talent, perfectionné à l'extrême, était votre bouclier. Mais que se passe-t-il lorsque la bataille est terminée et que le soldat continue de porter sa lourde armure? Elle ne protège plus, elle épuise. Ce qui vous épuise aujourd'hui vous a autrefois sauvé la vie. Votre problème n'est pas du tout un problème, c'est un talent qui a fait son temps. Mais que se passe-t-il lorsqu'une stratégie de survie, créée pour le passé, continue de fonctionner dans le présent? Elle cesse de protéger, elle commence à étouffer. Mais si je vous disais que cette fatigue exténuante n'est pas une malédiction, mais un cadeau, que ce n'est pas la preuve de votre imperfection, mais le symptôme de votre santé qui s'éveille, que ce n'est pas le signe que vous êtes cassé, mais la voix de votre véritable essence,
qui a été si longtemps étouffée par le bruit des attentes des autres, qu'elle doit maintenant crier dans le langage de l'épuisement total pour que vous l'entendiez enfin. Cette voix n'accuse pas, elle appelle. Et elle dit « Assez, le contrat de survie a été rempli avec brio. Tu as survécu, mais tu as oublié pourquoi. Il est temps de conclure un contrat pour la vie. Cet effondrement total n'est pas votre ennemi. C'est votre messager le plus fidèle, qui a franchi tous les cordons de vos « il faut » et « je dois » pour vous apporter un message des profondeurs de votre être. Ce message est écrit dans le langage de l'apathie et de l'irritation, mais son contenu est un appel à la liberté. Votre douleur n'est pas un signe que vous êtes cassé, c'est la boussole de votre âme, qui tente désespérément de vous indiquer un nouveau chemin, le chemin vers vous-même. Et pour comprendre le langage de cette voix et les termes du nouveau contrat pour la vie, nous devons d'abord regarder avec une honnêteté impitoyable l'ancien contrat que vous avez signé sans même vous en rendre compte. Le contrat de survie. Ce contrat est tissé dans la trame même de notre culture, de notre éducation, de nos peurs les plus profondes. Il s'appelle le mythe de la bonne personne. Le mythe selon lequel être arrangeant est une vertu, et ses propres besoins sont de l'égoïsme. Et dans la prochaine partie de notre voyage, nous allons mettre ce mythe sur la table d'opération. Nous n'allons pas le juger, nous allons le disséquer. Couche par couche, nous allons lui ôter ses voiles de noblesse pour voir son véritable mécanisme. Un mécanisme qui pompe régulièrement votre énergie vitale en échange de l'illusion de la sécurité. C'est une étape nécessaire, lucide et libératrice. Avant de construire du neuf, nous devons voir l'architecture de notre prison. Alors, comme promis, commençons à disséquer le mythe de la bonne personne. Et commençons par ces nobles histoires que vous vous racontez très probablement pour expliquer cette hémorragie interne constante d'énergie. Peut-être vous dites-vous « Je suis juste une personne très sensible, je suis un empathe, je ressens physiquement la douleur des autres, donc je ne peux pas m'empêcher d'aider. » Ou « C'est juste mon caractère, je suis un altruiste. Je ressens une joie sincère quand je donne et il n'y a rien de mal à cela. » Ou peut-être que votre explication est plus pragmatique. Je déteste simplement les conflits. Il est plus simple d'être d'accord une fois que de s'engager dans de longues et épuisantes disputes qui prendront encore plus d'énergie. Et bien sûr, l'auto-illusion la plus populaire du monde moderne. J'ai juste besoin d'apprendre la gestion du temps. Il faut mieux planifier pour avoir le temps de travailler, d'aider les autres et qu'il reste du temps pour soi. Tout cela semble très honorable. Ce sont des titres honorifiques que nous nous attribuons pour donner un sens à notre épuisement. Mais toutes ces explications ont un défaut fondamental, fatal. Elles décrivent ce que vous faites, mais elles restent silencieuses sur la raison pour laquelle vous le faites. Elles décrivent votre comportement, mais pas le moteur invisible, cette compulsion interne qui vous pousse à vous comporter ainsi, même lorsque cela va à l'encontre de vos propres intérêts. C'est comme essayer de réparer un tuyau qui fuit en épongeant constamment et avec virtuosité la flaque d'eau sur le sol. Vous ne cassez pas le mur pour trouver la fuite. Au lieu de cela, vous devenez un expert mondial de l'épongeage de flaques. Vous achetez les meilleurs chiffons, étudiez les techniques d'absorption, établissez un calendrier de nettoyage. Vous pouvez même être fier de l'efficacité avec laquelle vous gérez cette flaque. Mais la fuite ne s'arrête pas pour autant. Votre fatigue, votre apathie, c'est la flaque sur le sol. Et vos tentatives de mieux gérer votre temps ou d'être plus positif, c'est l'épongeage virtuose de cette flaque. Vous combattez la conséquence en ignorant la source de la fuite. Vous êtes devenu un gestionnaire virtuose des conséquences, tandis que la véritable cause de votre épuisement, la fuite elle-même, reste intacte, cachée dans l'obscurité du mur de votre subconscient. Si les anciennes explications ne sont que l'épongeage de la flaque, alors jetons maintenant un œil à la comptabilité de votre âme. Imaginez votre énergie vitale comme un compte en banque. Ce n'est pas juste une métaphore, c'est un modèle qui fonctionne. Sur ce compte arrivent des actifs, des heures de sommeil profond, un rire sincère, du temps passé seul avec un bon livre, le sentiment de satisfaction d'un travail accompli, une véritable intimité avec une autre personne. Tout cela, ce sont des dépôts qui alimentent votre solde. Et dans ce contexte, votre fatigue chronique n'est pas le problème en soi. C'est simplement une notification honnête et impartiale de votre banque intérieure vous informant que votre compte est à zéro, voire en négatif. C'est le voyant rouge sur le tableau de bord qui dit « Attention,
niveau de carburant dangereusement bas. Votre apathie, votre irritation, votre incapacité à vous réjouir ne sont ni vos ennemis, ni des signes de votre imperfection. Ce n'est qu'un relevé de compte honnête qui montre que vous vivez à crédit énergétique depuis trop longtemps. Et votre habitude d'être gentil, votre disponibilité sans faille, votre désir d'arrondir tous les angles, c'est précisément ce paiement automatique non autorisé par vous. C'est un abonnement que vous n'avez jamais souscrit consciemment, mais qui débite quotidiennement, à chaque heure, de votre compte la monnaie la plus précieuse. Votre énergie, votre temps et votre authenticité. Chaque fois que vous dites oui en pensant non, une transaction a lieu. Chaque fois que vous souriez en réprimant votre colère, un débit est effectué. Chaque fois que vous faites quelque chose pour quelqu'un par peur et non par amour, votre compte se vide. Et c'est là que se produit le principal changement de perception. La question n'est pas de savoir comment être moins fatigué. C'est comme demander comment faire pour que la banque arrête de vous envoyer des notifications de découvert. La question est autre. Qui et à quelles conditions a configuré ces prélèvements automatiques? Qui est ce banquier invisible qui a un accès direct à votre compte et dispose de vos actifs sans votre consentement? Nous arrêtons de traiter le symptôme, la fatigue, et nous commençons à explorer la cause, le contrat inconscient pour l'approbation. Maintenant que nous avons ce modèle de banque psychique, il est temps pour le premier, et peut-être le plus important, audit. Nous devons découvrir qui est le principal bénéficiaire, le principal destinataire de ces prélèvements automatiques sur votre compte. Ce que je vais proposer maintenant n'est pas juste un élément interactif. C'est une invitation à transformer l'écoute passive en un acte actif de connaissance de soi. C'est le moment où notre voyage commun devient le vôtre, personnellement. C'est pourquoi je veux vous demander de prendre cela avec le même sérieux qu'un médecin qui établit un diagnostic. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Dans un instant, mettez cette vidéo en pause, pas pour 5 secondes. Trouvez une minute pour avoir le silence autour de vous. Fermez les yeux si c'est plus confortable pour vous. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Et posez-vous une seule question, d'une honnêteté absolue, de la désapprobation de qui ai-je le plus peur. N'analysez pas. N'essayez pas de trouver la bonne réponse. Ne réfléchissez pas longtemps. Laissez simplement la première image, le premier nom ou le premier visage émerger des profondeurs. Ce peut être votre père ou votre mère, dont vous sentez encore le regard sévère sur vous. Votre partenaire, dont la déception vous est insupportable. Un patron, de l'évaluation duquel dépend votre tranquillité. Ce peut même être un groupe abstrait et sans visage, comme les gens ou les collègues. Faites confiance à ce qui vient en premier. Faites-le maintenant. Et maintenant que vous êtes de retour, cette image que vous avez vue, mémorisez-la. Cette personne vivante ou déjà partie, réelle ou composite, est l'actionnaire principal de votre banque intérieure. C'est ce critique intérieur dont la voix résonne dans votre tête. C'est ce juge dont vous cherchez tant à éviter le verdict. Chacune de vos concessions, chaque non ravalé, chaque effort pour être gentil est un virement sur son compte. Un virement de votre force vitale. Cette image surgit des profondeurs dans un moment de silence et le propriétaire invisible du contrat que vous continuez de payer. Et en prendre conscience est le premier pas pour renégocier ce contrat. Qui que soit cet actionnaire principal dans votre vie, une personne réelle ou une image composite, sachez-le, le mécanisme qui vous fait craindre sa désapprobation n'est pas votre erreur personnelle ou une bizarrerie. C'est un drame fondamental et universel de la psyché humaine. Et ce drame a un nom qui lui a été donné par le plus grand cartographe de l'âme du XXe siècle. Pour comprendre l'architecture de cette prison intérieure, nous devons nous tourner vers Carl Gustav Jung. Il n'était pas seulement un psychologue, il était un explorateur des profondeurs qui est descendu dans l'inconscient collectif de l'humanité et en est revenu avec une carte. Et sur cette carte, il a nommé l'un des objets clés, la persona. Le mot persona, en latin, signifie masque. Le masque que portaient les acteurs du théâtre antique pour indiquer leur rôle. Pour Jung, la persona est notre interface sociale. C'est la version de nous que nous présentons au monde pour être compris et accepté. C'est le rôle du spécialiste compétent au travail, du parent aimant à la maison, de l'ami spirituel en société. Et il n'y a rien de mal à cela. La persona est un outil absolument nécessaire et sain
pour naviguer dans le monde social complexe. Elle protège notre essence intérieure vulnérable des agressions extérieures, comme une combinaison spatiale protège un astronaute dans l'espace. Mais c'est là que commence la tragédie de l'identification. Elle se produit au moment où nous portons le masque si longtemps que nous oublions que c'est un masque. Quand nous commençons à croire que nous sommes ce rôle, quand l'acteur sur scène fusionne tellement avec son personnage qu'une fois de retour dans sa loge, il ne peut plus se démaquiller et continue de jouer, même seul. Il oublie quel est son vrai visage. Et à ce moment précis d'oubli, votre outil le plus utile commence à se transformer silencieusement en votre prison la plus parfaite. De notre ambassadeur dans le monde extérieur, la persona devient un geôlier qui nous dicte ce que nous pouvons ressentir, penser et faire pour ne pas briser l'image. Et c'est pour maintenir les murs de cette prison que toute votre énergie vitale est dépensée. Mais si la persona est le geôlier, qui est alors le prisonnier? Pour répondre à cette question, Jung nous invite à descendre des salles de réception étincelantes de notre palais intérieur vers ses cachots les plus profonds, sombres et oubliés. Il nous demande d'imaginer notre psyché non pas comme un tout unifié, mais comme un immense royaume vivant. À la frontière de ce royaume, dans ses ambassades et lors des réceptions diplomatiques, règne votre ministre des Affaires étrangères. C'est votre persona. Il est impeccablement vêtu, son discours est mesuré, son sourire est un instrument parfaitement calibré pour obtenir l'assentiment. Sa tâche principale et unique est de représenter votre royaume dans le monde extérieur sous son meilleur jour. Il conclut des alliances, amitiés, signe des accords commerciaux, contrats de travail et surtout maintient l'image de votre royaume comme étant civilisé, bon, fiable et fort. C'est un maître du protocole et de l'étiquette. Il sait ce qu'il faut dire, à quoi il faut ressembler et ce qu'il faut faire pour obtenir l'approbation et éviter les conflits avec les autres royaumes. Mais dans chaque royaume, il n'y a pas que la salle du trône. Il y a aussi des cachots. Et dans la tour la plus profonde de votre château intérieur, une autre figure puissante est emprisonnée. Ce n'est pas un simple prisonnier, c'est le frère jumeau du roi, exilé, déshonoré, mais légitime. Jung a appelé cette figure l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qui a été banni de la salle du trône comme étant inacceptable pour l'image lumineuse de votre royaume. Elle a été exilée au cachot, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle était dérangeante. Dans l'ombre vit votre colère saine et primitive qui dit « Mes limites ont été violées ». Là vit votre égoïsme qui est en réalité l'instinct de conservation et qui murmure « J'ai besoin de repos, j'ai besoin de ressources ». Dans l'ombre se cachent vos ambitions brutes, votre sexualité crue, votre droit à la paresse, votre non, retentissant et libérateur. L'ombre n'est pas le mal, c'est votre force vitale dans sa forme la plus sauvage et non filtrée. Et c'est là que commence la guerre civile qui vous épuise. Lorsque vous vous identifiez complètement au ministre des Affaires étrangères, sa principale tâche intérieure devient la répression de l'ombre. Une part énorme du trésor de votre royaume, votre énergie psychique limitée, au lieu d'être consacrée à la construction de routes, d'universités et de jardins, c'est-à-dire au développement, à la créativité et à la joie, est dépensée pour renforcer les murs du cachot, pour engager plus de gardes, mécanismes de défense, pour étouffer la voix du prisonnier, répression des sentiments. Votre énergie ne disparaît pas, elle est redirigée vers l'entretien de ce goulag intérieur. Et la plus grande ironie est que plus votre ministre des Affaires étrangères a de succès, plus il reçoit d'applaudissements sur la scène internationale, plus le royaume lui-même devient pauvre et affamé, épuisé par cette guerre intérieure sans fin. Votre fatigue est le rapport économique sur la faillite du trésor, dépensé à lutter contre vous-même. Cette bataille entre le ministre et son frère exilé n'est pas une abstraction. Elle se déroule chaque jour dans des millions de vies, dans le silence des cuisines et le bourdonnement des bureaux. Voyons à quoi elle ressemble à travers l'exemple de l'une d'entre elles. Faites la connaissance d'Émilie. De l'extérieur, la vie d'Émilie est un modèle. Sa maison sent la pâtisserie fraîche, ses enfants sont toujours bien habillés, son mari la qualifie fièrement de pilier. Au travail, elle est cette collègue qui reprendra votre projet sans se plaindre juste avant la date limite, parce que vous avez une famille, et moi, je peux gérer. Elle est cette amie que l'on peut appeler à 2 heures du matin pour se confier, et elle écoutera, hochant doucement la tête,
même si elle doit se lever à 6 heures. Sa persona est la bienveillante. Elle est perfectionnée à l'extrême. Sa phrase fétiche prononcée avec un sourire toujours chaleureux. Ça ne me dérange absolument pas. Mais il y a une autre Émilie, celle que personne ne voit, et qu'elle-même a désespérément peur de reconnaître. C'est l'Émilie qui se réveille, à 3 heures du matin, avec une migraine lancinante. Une migraine que les médecins attribuent au stress, mais qui est en réalité le cri non versé de sa colère refoulée. C'est l'Émilie qui ne rêve pas de paysages pastoraux, mais de forêts en feu et d'animaux sauvages et libres qui brisent leurs chaînes et s'enfuient. Des rêves où son ombre tente désespérément de lui rappeler sa force et sa fureur. Parfois, en parcourant les réseaux sociaux, elle ressent une pointe de jalousie soudaine et brûlante envers une amie qui a tout plaqué pour partir seule à la montagne. Elle se fait immédiatement honte pour cet égoïsme, sans comprendre qu'elle n'envie pas les montagnes, mais la liberté. Le point culminant arrive le vendredi soir. Émilie gonfle des ballons pour l'anniversaire de son fils de 7 ans, qui a lieu demain. Elle est heureuse. À ce moment-là, son patron appelle. Sa voix est paniquée. Un client important s'est désisté et il faut refaire toute la présentation de toute urgence pour demain matin. Émilie, je sais que tu es en congé, que c'est l'anniversaire de ton fils, mais tu es la seule qui puisse nous sauver. Son ministre des Affaires étrangères monte instantanément à la tribune. Il connaît le protocole. Il sait ce qu'un bon employé et une personne fiable doit dire. Et Émilie entend sa propre voix, polie et calme, prononcer « Bien sûr, Marc, pas de problème. Je comprends tout. Je serai au bureau à 9 heures. » Son oui a résonné dans le combiné, calme et assuré. Mais à l'intérieur de son âme, à cet instant, quelque chose s'est effondré avec un fracas assourdissant. Ce n'était pas de la fatigue, c'était un vide glacial et retentissant. Pour la première fois de sa vie, sa gentillesse ne lui a même pas apporté une once d'estime de soi. Seulement la conscience froide et claire qu'on l'avait volée et qu'elle avait elle-même tendu les clés du coffre-fort au voleur. Elle a lentement reposé le téléphone. L'air de la pièce, qui sentait la fête 1 minute plus tôt, est soudain devenu lourd et sans vie. Le ballon coloré dans sa main lui a semblé une moquerie. C'était le moment de la faillite de son compte psychique. L'illusion que son sacrifice était une vertu s'est effondrée, ne laissant derrière elle qu'une seule question. Et qui suis-je si je ne suis pas celle qui aide tout le monde? Et dans ce vide glacial, au milieu des ballons de fête, Émilie a pour la première fois fait face à la vérité de sa faillite intérieure. Et maintenant, regardons dans votre miroir, parce que l'histoire d'Émilie n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est une métaphore, racontée pour que vous puissiez vous voir. La migraine d'Émilie, c'est votre fatigue chronique qui vous submerge sans raison apparente. C'est votre mal de dos, votre boule dans la gorge, n'importe quel symptôme corporel qui est le dernier argument désespéré de votre corps, vous suppliant de vous arrêter. Ces rêves d'incendie et d'animaux sauvages, c'est votre irritation sourde et sans cause qui éclate soudainement dans un embouteillage ou dans une file d'attente. C'est votre tristesse soudaine lorsque vous regardez un film sur des voyageurs audacieux. C'est chaque pointe de jalousie que vous ressentez envers les gens qui vivent mal, mais qui sont étrangement libres. C'est votre ombre, qui ne peut pas vous atteindre pendant la journée et vous envoie donc ses lettres de feu la nuit. Son accord pour travailler le jour de l'anniversaire de son enfant, c'est chaque fois que vous avez dit oui, alors que tout votre être, chaque cellule de votre corps criait non. C'est cette réunion à laquelle vous êtes allé en annulant votre repos. C'est cette dette que vous avez accordée en sachant qu'on ne vous la rendrait pas. C'est cette conversation inconfortable que vous avez évitée en payant votre silence avec votre estime de soi. Votre persona ne s'appelle peut-être pas la bienveillante. Peut-être que son nom est l'employé parfait qui ne quitte jamais le travail à l'heure et répond aux emails à minuit. Peut-être que c'est l'ami compréhensif qui est toujours prêt à écouter mais ne parle jamais de ses propres problèmes pour ne pas déranger les autres. Peut-être que c'est l'homme fort à qui on a inculqué depuis l'enfance qu'il n'a pas le droit à la faiblesse, aux larmes et aux doutes. Ou la personne spirituelle qui ne s'autorise pas de sentiments vils comme la colère ou la jalousie. Le nom de votre masque peut être différent, mais le prix que vous payez pour le porter est libellé dans la même monnaie, votre véritable force vitale. La mécanique de l'épuisement est absolument la même. Votre énergie ne part pas dans le travail, ni dans les enfants, ni dans l'aide aux amis. Elle part dans l'entretien de la façade, dans l'effort continu et épuisant d'être celui que l'on veut que vous soyez.
Dans la guerre contre votre ombre, où vivent vos vrais désirs et vos noms sacrés, et votre compte psychique, tout comme celui d'Émilie, s'approche inexorablement de zéro. Votre fatigue n'est que le son de la sirène annonçant la faillite de votre banque intérieure. Nous avons donc compris que nous menons une guerre contre une partie invisible et exilée de nous-mêmes. Mais comment voir ce qui est si soigneusement caché dans les cachots? Comment distinguer le visage de celui que nous avons nous-mêmes emprisonné? Jung nous a laissé une clé d'une simplicité géniale, qui ne nécessite pas de longues années d'analyse. Cette clé, ce sont les autres. Il enseignait que ce que nous ne pouvons ou ne voulons pas voir en nous, nous le voyons avec une clarté saisissante et douloureuse chez les autres. La psyché ne tolère pas les angles morts. Et si une partie importante de nous-mêmes est exilée dans l'ombre, la psyché fera tout pour que nous la rencontrions. Elle projettera cette qualité sur les autres, comme un projecteur de cinéma projette une image sur un écran vide. Les gens autour de vous sont des miroirs. Et ce qui provoque en vous la réaction émotionnelle la plus forte et irrationnelle n'est pas leur portrait, mais votre propre autoportrait oublié. Et maintenant, je vais vous demander un deuxième acte de courage sur notre chemin. Trouvez à nouveau un moment de silence. Prenez à nouveau une profonde inspiration. Et posez-vous la question suivante. Quelle qualité est ce que je condamne le plus ou qu'est-ce qui m'irrite irrationnellement chez les autres? Cela peut être l'égoïsme, la paresse, le fait d'être bruyant, une franchise excessive. Le drame et les plaintes constantes, la faiblesse, ou au contraire, l'assurance que vous appelez arrogance. Ne vous pressez pas. Laissez émerger cette qualité même qui vous fait vous crisper intérieurement ou bouillir de colère lorsque vous la rencontrez. La réponse qui vous est venue n'est pas un hasard. C'est une carte au trésor, indiquant où est enterré l'or de votre ombre. Jung affirmait que c'est précisément dans les qualités que nous rejetons le plus violemment chez les autres que se cache une grande partie de notre force refoulée. Si l'égoïsme des autres vous exaspère, peut-être que dans votre ombre languit une saine capacité à prendre soin de vous et de vos besoins. Si vous méprisez la paresse, il est probable que votre ombre garde votre droit au repos, à la pause, à l'être sans performance. Si la franchise des autres vous irrite, il est probable que dans votre ombre soit enfermée votre propre vérité non dite et le courage de dire non. Nous ne condamnons pas la qualité elle-même chez les autres, mais la liberté avec laquelle ils se permettent de la manifester, une liberté que nous nous sommes refusés. Je ne vous demande pas d'écrire cette qualité dans les commentaires. Les cachots de notre âme sont un espace personnel et sacré. Mais si cette question vous a révélé quelque chose d'important, si dans ce miroir vous avez un instant aperçu une silhouette vague mais reconnaissable, je vous invite à partager non pas la qualité elle-même, mais l'acte de votre prise de conscience. Écrivez dans les commentaires une simple phrase « J'ai vu mon ombre ». Ce sera notre signe silencieux de compréhension. Un signal pour des centaines d'autres chercheurs lisant ces lignes, qu'ils ne sont pas seuls dans leur découverte. Ce sera une déclaration silencieuse mais puissante de votre courage de regarder là où la plupart ont peur de regarder. Peut-être qu'après avoir regardé dans votre ombre, après avoir nommé celui dont vous craignez la désapprobation, vous avez ressenti de la peur ou de la honte. C'est une réaction naturelle. Nous passons notre vie à apprendre à cacher ces parties de nous-mêmes et les rencontrer face à face est ressenti comme la violation d'un tabou sacré. Mais c'est précisément ici, sur ce territoire effrayant, que le vrai travail commence. C'est ici que nous devons accomplir le plus grand renversement alchimique de perception. Votre fatigue n'est pas un ennemi à vaincre, c'est votre allié le plus fidèle. Votre apathie n'est pas une maladie à guérir, c'est votre professeur le plus sage. Chaque crise d'irritation sourde, chaque vague de tristesse inexplicable n'est pas une défaillance du système. C'est la boussole parfaitement fonctionnelle de votre âme. Une boussole dont l'aiguille pointe infailliblement vers le même point sur votre carte intérieure. Ici. C'est précisément ici que tu t'es trahi. C'est un message de votre ombre, qui ne peut plus se taire dans le cachot. Elle frappe contre les murs de votre prison dans le langage de la psychosomatique et de l'apathie. Et son message est simple. Fais attention à moi. Arrête de dépenser tout le trésor du royaume pour me garder enchaîné. En moi est ta force. En moi est ton nom. En moi est ton droit de vivre pour toi et pas seulement pour les autres. Nous avons l'habitude de traiter nos côtés négatifs comme de la saleté à nettoyer, comme des mauvaises herbes à arracher. Mais les grands alchimistes de l'esprit, et Jung en était un,
Savez, ce n'est pas de la saleté. C'est la prima materia, la matière première chaotique, sombre, mais précieuse, à partir de laquelle seul l'or peut être créé. Votre ombre, votre colère, votre égoïsme, votre paresse, n'est pas un déchet à nettoyer, c'est du plomb. Et la tâche de l'alchimiste n'est pas de jeter le plomb, mais de le placer dans le récipient de sa conscience et de commencer le grand œuvre. Commencer le dialogue, demander à sa colère. De quelle limite cries-tu? Demander à son apathie. De quelle activité insensée me protèges-tu? C'est dans ce processus de transformation que le plomb des défauts se transforme en l'or de la totalité. Vous avez essayé de vous débarrasser du plomb de votre fatigue, sans comprendre que c'est précisément en lui que se cache tout l'or de votre force future. Alors, arrêtez de combattre vos symptômes. Commencez à les écouter. Ils ne sont pas une malédiction. Ils sont votre guide personnel vers les trésors enfouis dans les coins les plus sombres de votre âme. Mais comment transformer ce plomb en or? Comment entamer ce dialogue avec celui que vous avez si longtemps maintenu en captivité? Les alchimistes savaient que le grand œuvre ne se déroule pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur d'un récipient hermétiquement fermé, l'athanor. Votre âme est ce récipient même. Et la première chose que nous devons comprendre, la solution n'est pas de brûler tous les ponts, de commencer à être grossier avec les gens ou de déclarer la guerre au monde entier. Beaucoup, en entrant pour la première fois en contact avec la force de leur ombre, commettent cette erreur. Ils laissent le pendule osciller de l'autre côté. Du gentil toujours disponible, ils se transforment en cynique qui dit ses 4 vérités. Mais ce n'est pas une libération. C'est juste un changement de dictateur. Hier, la persona vous gouvernait. Aujourd'hui, c'est l'ombre révoltée qui vous gouverne. Le résultat est le même. Vous n'êtes toujours pas libre. Vous êtes toujours la marionnette de l'une de vos parties. Le vrai chemin ne réside pas dans une lutte extérieure, mais dans un travail silencieux, courageux et profondément personnel que Jung appelait l'intégration de l'ombre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas devenir mauvais, mais devenir entier. Cela signifie cesser d'être gentil et commencer à être authentique. L'intégration est l'acte d'accorder des droits civiques aux parties exilées de soi-même. Vous, en tant que souverain sage de votre royaume intérieur, décrétez une amnistie. Vous reconnaissez votre droit à la colère lorsque vos limites sont violées. Vous reconnaissez votre droit à la fatigue lorsque vos ressources sont épuisées. Vous reconnaissez votre droit à un « je ne veux pas » sans avoir besoin d'inventer 1000 excuses. Vous ne laissez pas ces sentiments s'emparer du trône, mais vous leur donnez une place légitime à la table de votre conseil intérieur. Cela signifie cesser de dépenser de l'énergie dans la guerre et la diriger vers la construction d'un pont entre la persona et l'ombre. Votre ministre des Affaires étrangères doit descendre dans le cachot et entamer des négociations avec son frère exilé. Il doit apprendre à entendre ces murmures et à comprendre que ces murmures contiennent des informations vitales sur l'état de tout le royaume. Pour cela, l'agressivité n'est pas nécessaire. Le courage est nécessaire. Le courage de supporter sa propre colère sans s'en prendre aux autres. Le courage de reconnaître sa fatigue et d'annuler ses projets. Le courage de ressentir une pointe de culpabilité en disant non et de ne pas se précipiter pour s'excuser. C'est le courage de se rencontrer soi-même, authentique, avec toutes ses parties dérangeantes et peu flatteuses. La véritable révolution ne se produit pas lorsque vous criez « non au monde », mais lorsque pour la première fois, dans le silence de votre âme, vous murmurez un oui sincère à votre propre ombre. « Oui, tu fais aussi partie de moi, et je suis prêt à t'écouter. » Ce dialogue avec l'ombre, ce processus d'intégration, ne commence pas par des techniques complexes ou des méditations profondes. Il commence par un acte simple mais révolutionnaire, l'acte d'une attention honnête, par l'acte d'une observation impartiale de ce qui se passe réellement dans l'économie de votre âme. Et pour cela, nous avons un outil très puissant, concret et sûr que je vous propose de commencer à utiliser dès aujourd'hui. Je l'appelle le journal d'audit énergétique. Cela ne demande pas beaucoup de temps, mais exige une honnêteté absolue. Prenez un carnet ou ouvrez les notes de votre téléphone. Et pendant la semaine suivante, 7 jours seulement, à la fin de chaque journée, avant de dormir, notez les réponses à seulement 3 questions. Faites-le sans jugement, sans auto-flagellation. Pas comme un juge, mais comme un scientifique qui collecte simplement des données pour une recherche importante. Première question.
Quel événement, conversation ou action m'a donné de l'énergie aujourd'hui? À quel moment ai-je ressenti un regain de force, d'inspiration, de joie, de calme? Était-ce une promenade en solitaire? Une conversation avec un ami particulier? 15 minutes consacrées à un passe-temps? Notez-le. Deuxième question. Quel événement, conversation ou action m'a pris de l'énergie aujourd'hui? Après quoi me suis-je senti vidé, irrité, excessivement fatigué? Était-ce un appel d'un parent en particulier? L'acceptation d'un travail supplémentaire? La tentative de correspondre aux attentes de quelqu'un lors d'une réunion? Soyez extrêmement précis. Et la troisième question, la plus importante. À quel moment aujourd'hui ai-je voulu dire non, mais j'ai dit oui? Cela peut être quelque chose de grand ou de tout petit. Refuser une invitation, mais y aller. Être d'accord avec une opinion avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous de ce moment et notez-le simplement. Le but de cet exercice n'est pas de vous faire des reproches. Le but est de collecter des données. Vous cessez d'être la victime de votre fatigue et devenez l'enquêteur impartial de votre propre énergie. En quelques jours seulement, vous commencerez à voir des schémas. Vous verrez quelles personnes et situations sont pour vous des dépôts et lesquelles sont des prélèvements non autorisés. Vous verrez à quelle fréquence votre oui aux autres est un non-traître à vous-même. Ce journal deviendra votre carte personnelle sur laquelle seront marqués à l'encre rouge les endroits où vous vous perdez quotidiennement. Vous rendrez visibles les fuites d'énergie inconsciente. Et ce qui est visible cesse d'être tout-puissant. Cela devient gérable. C'est le premier pas pratique pour devenir le maître conscient de votre énergie. Et lorsque vous commencerez à tenir ce journal, lorsque vous verrez de vos propres yeux les preuves en noir et blanc de où et à qui vous distribuez votre vie, un choix se posera inévitablement à vous. Le choix entre le confort habituel du sacrifice de soi et la liberté effrayante du respect de soi. Et à ce moment de choix, au moment où la vieille peur d'être mauvais ou égoïste relèvera la tête, je vous demande de vous souvenir d'une vérité fondamentale et libératrice. La force de dire non ne naît pas de l'égoïsme, mais d'un oui profond et retentissant à soi-même. C'est un oui à votre droit au repos, lorsque votre corps et votre âme implorent la paix. C'est un oui à votre temps, la seule ressource non renouvelable que vous ayez. C'est un oui à vos vraies valeurs, que vous avez si longtemps trahies au profit des priorités des autres. C'est un oui à votre monde intérieur, qui a droit au silence et à la protection contre les intrusions. Chaque non que vous dites au monde extérieur par respect pour vous-même est le oui le plus fort que vous puissiez dire à votre propre âme. On nous a appris que se mettre en premier est égoïste. Mais c'est l'une des idées les plus destructrices implantées dans notre culture. Cesser de payer pour l'approbation des autres n'est pas un acte d'agression. C'est un acte du plus grand respect de soi. Vous ne construisez pas un mur pour déclarer la guerre à votre voisin. Vous installez une belle clôture claire pour délimiter les frontières de votre jardin, dans lequel vous, et vous seul, décidez de ce qui y poussera. Ce n'est pas une attaque, c'est la souveraineté. Et sachez que vous ne brisez pas vos relations avec les autres. Vous cessez d'y jouer un rôle. Vous leur offrez quelque chose de bien plus précieux que votre masque, votre authenticité. Vous commencez à construire des relations honnêtes et adultes avec vous-même. Et cela purifie inévitablement aussi votre champ social. Certaines relations, construites exclusivement sur votre disponibilité, pourraient ne pas survivre à ce test d'honnêteté. Et ce n'est pas une tragédie, c'est une guérison. Mais les relations basées sur le respect mutuel ne deviendront que plus profondes et plus fortes. Parce qu'il est impossible de construire une relation saine avec autrui sans avoir une relation saine avec soi-même. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de la sensation diffuse d'un épuisement silencieux à la rencontre aveuglante avec les parties d'ombre de notre âme. Nous sommes descendus dans les cachots de la psyché et nous nous sommes élevés à la conscience. Et maintenant, au sommet de ce chemin, regardons l'ensemble du paysage parcouru et formulons la conclusion principale et cristalline de ce voyage. Cela sonne comme un paradoxe, mais c'est là toute l'essence. Le prix d'une vie parfaite est la vie elle-même. Vous avez travaillé si dur à construire une façade impeccable que vous avez oublié d'habiter la maison. Vous êtes devenu un acteur de génie qui reçoit des ovations, mais qui a désappris à ressentir quoi que ce soit lorsque le rideau tombe. Pendant des années, vous avez payé avec votre authenticité, votre spontanéité, votre force vitale pour une illusion de sécurité.
Vous croyez que si vous étiez arrangeant, prévisible et toujours disponible, le monde ne vous toucherait pas, ne vous rejetterait pas, ne vous jugerait pas. Vous cherchiez l'amour à l'extérieur, en le payant avec votre âme, alors que tout votre monde intérieur attendait que vous l'aimiez en premier. Mais la vraie sécurité n'est pas une muraille faite de l'approbation des autres, qui s'effondre au moindre regard de travers. La vraie sécurité est une colonne vertébrale intérieure. C'est la capacité de résister à la tempête, de la désapprobation de quelqu'un et de ne pas s'effondrer. C'est savoir que votre valeur n'est pas déterminée par les applaudissements de la foule, mais qu'elle est ancrée au cœur même de votre être et que personne ne peut vous l'enlever. C'est pourquoi votre tâche ultime n'est pas de détruire votre persona. C'est un outil utile et nécessaire. Votre tâche est d'en devenir le maître, ne pas être le masque, mais avoir un masque. Et, le plus important, savoir l'enlever. L'enlever lorsque vous rentrez chez vous, à vous-même. Là où vous n'avez pas besoin de mériter l'amour. Là où vous pouvez simplement être. Cette sagesse peut sembler abstraite, mais ses fruits sont très concrets. Ils germent dans le tissu même de votre vie quotidienne, en changeant son goût, sa couleur et son odeur. Jetons un instant un coup d'œil à cet avenir possible. Imaginez un jour où vous dites non à la demande de quelqu'un. Pas un non brusque, pas agressif, mais un non calme et ferme, issu d'une claire compréhension de vos ressources. Et après cela, le silence s'installe. Le silence là où auparavant faisait rage un monologue intérieur de plusieurs heures de culpabilité, d'autoflagellation et de rumination de l'offense de l'autre. Vous avez simplement dit non, et le monde ne s'est pas effondré. Et pour la première fois, vous avez ressenti non pas de la culpabilité, mais de la liberté. Imaginez une conversation dans laquelle vous exprimez honnêtement et sans intonation d'excuse votre opinion, même si elle va à l'encontre de l'opinion de la majorité. Vous ne scannez pas fébrilement les visages de vos interlocuteurs à la recherche de signes de désapprobation. Vous n'essayez pas d'adoucir chaque mot. Vous partagez simplement votre point de vue en accordant à l'autre personne le droit absolu de ne pas être d'accord avec vous. Et vous ne ressentez pas la peur, mais votre propre intégrité. Et enfin, imaginez une soirée. Cette même soirée qui était autrefois le symbole de votre épuisement. Mais maintenant, il y a de la force en elle. La force pour le livre que vous vouliez lire depuis longtemps, pour le passe-temps qui vous enflamme de l'intérieur, pour une conversation sincère et non forcée avec vos proches. Non pas parce que vous devez être un bon partenaire ou vous développer, mais parce que vous le voulez sincèrement. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas de la magie, c'est le résultat direct et logique de la réappropriation de votre énergie. C'est le portrait d'une vie où vous avez cessé d'être le carburant pour les machines des autres et êtes devenu le conducteur de la vôtre. Et ce chemin que vous commencez, vous n'êtes pas obligé de le parcourir seul. En fait, vous n'êtes déjà plus seul. Avant de terminer, je veux vous remercier. Pas seulement pour votre temps et votre attention. Ces mots sont trop superficiels pour ce qui s'est passé ici. Je veux vous remercier pour votre courage. Pour le courage de rester ici, d'écouter sans détourner le regard, et de regarder dans les recoins de votre âme que la plupart des gens préfèrent ignorer toute leur vie, et pour la confiance que vous avez accordée à ce processus, à cette immersion commune. En faisant ce pas vers vous-même, vous avez rejoint une communauté invisible mais très réelle. C'est la communauté de ceux qui ont choisi le courage de l'intégrité plutôt que le confort de l'approbation. Ceux qui ont senti que le prix d'une bonne vie était devenu insupportablement élevé. Quiconque a regardé jusqu'à ce point, qui s'est posé des questions honnêtes, qui a ressenti une pointe de reconnaissance dans l'histoire d'Émilie ou dans la description de son ombre, fait partie de cette fraternité silencieuse de chercheurs. Nous pouvons vivre dans des villes et des pays différents, parler des langues différentes, mais une chose nous unit, l'intention commune de cesser de payer nos illusions avec notre vie et de commencer le chemin du retour à la maison, à soi. Souvenez-vous de cela dans les moments de doute. Souvenez-vous qu'en ce moment même, à cette même minute, quelqu'un d'autre, tout comme vous, fait son premier pas. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et pour que ce sentiment d'unité et de clarté ne se dissolve pas dans le flot du quotidien, pour que ce voyage ait une suite, je vous invite à rester partie de cet espace. Si cette exploration a été précieuse pour vous, abonnez-vous pour continuer à plonger dans ces profondeurs avec nous. Votre abonnement n'est pas un simple clic,
C'est votre intention silencieuse mais ferme de poursuivre cette conversation la plus importante. La conversation avec votre propre âme. Chaque j'aime sous cette vidéo, chaque commentaire avec les mots « J'ai vu mon ombre », ce ne sont pas de simples chiffres pour l'algorithme. C'est un signal dans l'espace que de telles âmes en quête sont nombreuses. C'est la preuve que ce travail de retour à soi est important et nécessaire, non seulement pour vous. C'est votre façon de dire aux autres qui viendront ici après vous. Tu n'es pas seul. Continue d'avancer. Mais la chose la plus importante que je veux vous demander de faire est bien plus importante que n'importe quel j'aime ou abonnement. S'il vous plaît, ne fermez pas simplement cette vidéo. Ne laissez pas cette heure se transformer en une autre portion d'informations intéressantes qui sera oubliée demain matin. Prenez-en une seule idée. Une seule pensée qui a résonné en vous le plus fort, et portez-la à travers votre journée d'aujourd'hui, comme une précieuse lanterne. Regardez vos décisions, vos paroles et vos sentiments à travers le prisme de cette seule pensée. Commencez votre chemin vers la souveraineté énergétique. Pas demain, aujourd'hui. Arrêtez de payer. Commencez à vivre.